Je suis Henri Boisvert, j'ai 68 ans, et ma famille pense que je ne suis qu'un vieux fou fini, un débris du passé bon pour la casse. Je viens tout juste de finaliser la vente de mon entreprise pour la somme de 30 millions d'euros, une transaction qui marque la fin d'une ère et le début d'un plan que je gardais secret jusqu'à ce soir. J'avais organisé une grande fête de départ à la retraite, avec l'intention d'annoncer devant tout le monde mon projet de faire don de la totalité de cette fortune à une fondation caritative. Mais juste avant le moment fatidique du toast, j'ai observé ma belle-fille, Mélanie, glisser discrètement une poudre blanche dans ma coupe de champagne, un geste calculé et froid qui a glacé le sang dans mes veines. Elle et mon fils, Léo, voulaient me faire passer pour un vieillard sénile, confus et incapable de gérer ses affaires, afin de saisir l'argent et de m'enfermer dans une institution. Alors, profitant d'un instant où personne ne regardait, j'ai calmement échangé mon verre avec celui de sa mère. En quelques minutes, sa mère, Chantal, une femme d'une arrogance sans borne, s'est mise à hurler que les murs fondaient autour d'elle, plongeant la salle dans le chaos. Avant de continuer cette histoire, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Cliquez sur j'aime et abonnez-vous si vous croyez que sous-estimer quelqu'un est la plus grande erreur que l'on puisse commettre. J'étais assis pour la toute dernière fois dans mon vieux bureau, situé dans une zone industrielle grise et poussiéreuse en périphérie de Lyon. Le cuir de mon fauteuil était craquelé, émettant une plainte familière sous mon poids, un son, un grincement que j'avais entendu chaque jour pendant 40 ans. Sur le bureau en chêne délavé devant moi, le contrat final était signé, l'encre encore fraîche. Logistique Boisvert, l'entreprise que j'avais bâtie à partir de 2 camions poussifs et de 40 années de ma propre sueur, était officiellement vendue. 30 millions d'euros, un chiffre propre, simple, rond, pour une vie très compliquée. Le bruit de la porte s'ouvrant brutalement a brisé ma concentration et mon moment de nostalgie. Papa, tu as besoin d'aide avec tout ce bric-à-brac. Léo, mon fils unique, et sa femme Mélanie sont entrés sans frapper. Ils étaient censés m'aider à faire mes cartons pour la retraite. J'utilisais ce mot, retraite, parce qu'il était simple, compréhensible pour eux. La vérité, vendre l'entreprise et faire don des actifs, était bien trop complexe, trop noble pour qu'ils puissent ne serait-ce que commencer à comprendre. Mélanie, toujours celle qui commandait, toujours celle qui devait contrôler chaque situation, a marché droit vers l'étagère qui portait mes récompenses. Elle a pris le trophée de l'entrepreneur de l'année 2005, un lourd obélisque en verre qui représentait des années de labeur. Celui-ci peut probablement rester, Henri, dit-elle. Elle m'appelait toujours Henri, comme si nous étions des pères, des collègues, et non comme si j'étais son beau-père, le père de son mari. Elle a soupesé l'objet dans sa main manucurée, son expression affichant un ennui profond. Le reste, je pense qu'on devrait juste les jeter. Débarrassons le plancher. Tu es à la retraite maintenant, après tout. Garder tout ce fatras ne fait qu'encombrer les choses. Sa voix était celle que les gens utilisent pour parler à un enfant turbulent ou à un vieillard qu'ils pensent en train de perdre la tête, une voix mielleuse mais condescendante. J'ai regardé le mur, le prix d'excellence opérationnelle de l'Association nationale des transporteurs, la plaque pour service communautaire, la photo de moi avec le préfet. Jeter, avait-elle dit, comme si c'était des ordures, comme si ma vie était des ordures. Mélanie a raison, papa, intervint Léo, évitant soigneusement mon regard. Il évitait toujours mon regard lorsqu'il se sentait coupable ou faible, ce qui arrivait souvent en présence de sa femme. On devrait rationaliser les choses. Tu vas emménager dans un endroit plus petit, n'est-ce pas? Un appartement, peut-être. Il n'y aura pas de place pour tout ça. Je les laissais me traiter ainsi. J'ai appris à cacher ma force, une leçon vitale dans le monde des affaires. Si votre concurrent ne sait pas combien d'actifs vous avez, vous gagnez toujours. J'appliquais la même règle à ma famille, mais pour une raison différente. Je voulais que Léo apprenne à voler de ses propres ailes, qu'il devienne un homme. D'accord, Léo, si tu penses que c'est le mieux, dis-je, ma voix volontairement lasse et fatiguée. Il n'avait aucune idée. Il ne savait rien des 30 millions d'euros assis sur un compte séquestre, attendant ma signature finale. Il ne voyait qu'un vieux veuf dans un petit bureau loué dans une zone industrielle, sur le point de prendre sa retraite avec ce qu'il supposait être une maigre pension de retraite complémentaire. Il voyait un fardeau futur, une bouche à nourrir, une charge. Ils n'ont jamais demandé comment j'avais bâti cette entreprise. Ils n'ont jamais demandé pourquoi je restais dans ce bureau miteux au lieu de déménager dans une tour de verre au centre-ville. J'aimais cet endroit. C'était réel. Ça sentait l'huile de moteur et le café brûlé. C'était l'endroit où ma défunte femme, Claire, m'apportait le déjeuner chaque jour pendant les 20 premières années, des sandwichs faits maison qu'elle préparait avec amour. Mélanie a épousseté son jean de créateur comme si mes récompenses avaient laissé de la saleté sur elle, une grimace de dégoût sur le visage. Bon, c'est réglé. Maintenant, pour la fête, elle s'est tournée vers moi, plaquant ce sourire brillant et faux sur son visage, un masque de porcelaine. Papa, dit Léo,
lisant sur son téléphone, une tâche qui semblait nécessiter toute sa concentration limitée. Mes beaux-parents arrivent de Paris ce samedi. J'ai réservé une table à l'Apogée, 19 heures. Tu dois porter ton meilleur costume. L'Apogée, le restaurant le plus cher de la ville, un endroit où une bouteille d'eau coûte 50 € et où la liste d'attente est de 3 mois. Oh, dis-je. Ça a l'air formel. Je ne suis pas sûr. C'est bon, l'interrompit Mélanie, ses yeux scannant mon costume de travail, un costume que je possédais depuis 10 ans, bien coupé mais usé. Et Henri, s'il te plaît, laisse-moi t'acheter une nouvelle cravate. Celle que tu as elle est juste minable. Mes parents sont très soucieux des détails. Ce sont des gens sophistiqués. Sophistiqués, un mot charmant pour dire snob et critique. Leur pitié était une insulte brute. Ils me voulaient présentable pour sa famille riche, comme un accessoire qu'ils devaient polir pour que je ne les embarrasse pas. Ils n'avaient aucune idée que je possédais une part d'un tiers dans l'immeuble qui abritait ce restaurant. L'Apogée était dans un investissement immobilier que j'avais fait il y a une décennie. Merci, Mélanie, dis-je, jouant le rôle jusqu'au bout. Tu es si attentionnée. Je ne sais pas ce que je ferais sans vous, les enfants. Elle sourit, satisfaite par ma soumission apparente. Bien sûr, Henri. C'est à ça que sert la famille. Le lendemain, j'étais dans le bureau de Maître Garnier. Contrairement à ma tanière poussiéreuse dans la zone industrielle, le bureau de Garnier était au 50e étage de la tour Oxygène. Verre, acier et acajou sombre surplombant toute la ville de Lyon. Garnier est mon avocat depuis 30 ans. Il est le seul à connaître le vrai Henri Boisvert, l'homme derrière le masque. « Henri, es-tu sûr de ça ?» demanda Garnier pour la 10e fois. Il poussa l'épais classeur à travers le bureau. La totalité des 30 millions, moins 1 million pour Léo. Es-tu sûr qu'il sera d'accord avec ça? C'est ton fils. J'ai regardé par la fenêtre les voitures se déplaçant comme de minuscules insectes loin en bas. J'ai pensé à Claire. Je me suis souvenu de ses yeux dans ses derniers jours à l'hôpital. Elle est morte d'une maladie du sang rare. Une maladie que les médecins disaient curable dans un avenir proche, si seulement le financement de la recherche existait. J'ai promis à Claire, dis-je, ma voix épaisse d'émotion. Elle était avec moi quand j'avais 2 camions rouillés et un rêve. Elle croyait en moi. Quand elle est tombée malade, tout mon argent ne pouvait pas la sauver. Mais il peut sauver quelqu'un d'autre. J'ai signé la dernière page de la charte de la Fondation de recherche Claire Boisvert. Elle financerait l'hôpital même qui avait tenté de la sauver. Léo a un travail, dis-je, ma voix ferme à nouveau. Il a un diplôme. Il a une femme dynamique. J'ai choisi le mot avec soin. Il s'en sortira. 1 million d'euros est plus que suffisant pour un bon départ. C'est infiniment plus que ce que j'ai jamais eu. Garnier hocha la tête, rassemblant les documents. Le transfert sera finalisé lundi, après ta fête de retraite samedi. Bien, dis-je. Je veux l'annoncer à la famille moi-même d'abord. J'ai travaillé tard pour finaliser la passation au vieux bureau. Quand je suis rentré à la maison était sombre. Léo et Mélanie devaient être sortis. Je suis allé dans la cuisine pour prendre un verre d'eau, ne prenant pas la peine d'allumer les lumières. La lueur des lampadaires de la rue suffisait. J'étais sur le point de monter à l'étage quand je les ai entendus. Des chuchotements colériques et urgents venant du salon. La voix de Mélanie, tranchante comme un rasoir, coupait l'obscurité. 1 million. 1 million. Léo, tu te moques de moi? Le vieux vend toute l'entreprise pour 30 millions et il te laisse 1 million. Je me suis figé dans le couloir sombre. Une terreur froide m'a envahi. Comment savait-il? Garnier n'aurait jamais. Baisse la voix de Léo était frénétique. Il pourrait rentrer à tout moment. J'ai accidentellement vu un email sur son ordinateur cet après-midi quand je l'aidais. L'aidais. Il avait fouiné. Il fouillait dans mes correspondances privées. 30 millions, Mélanie, et il donne tout à cette stupide fondation au nom de maman. Je me suis appuyé contre le mur, mon souffle bloqué dans ma poitrine. La trahison avait un goût d'acide. Accidentellement. Il avait violé ma confiance, fouillé dans mes affaires. Il est sénile, la voix de Léo craqua de rage. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il jette notre avenir, l'avenir de nos enfants. Qu'est-ce qu'on est censé faire avec 1 million dans cette ville? Ce n'est même pas un apport pour une maison décente dans le quartier de tes parents. J'ai entendu Mélanie faire les 100 pas, ses talons s'enfonçant dans le tapis persan que j'avais acheté à Istanbul. Calme-toi, Léo. Tu paniques. Paniquer? Tu ne comprends pas? Il va l'annoncer à la fête. Cette stupide fête de retraite. Une fois que c'est public, on ne peut rien faire.
L'argent sera parti. Il sera hors de notre portée pour toujours. Il y eut un long silence lourd. Un silence si froid qu'il semblait solide. Puis j'entendis la voix de Mélanie. Elle était lente, délibérée et pleine de venin. Alors nous devons l'arrêter. Il ne peut pas faire l'annonce s'il n'est pas cohérent. Qu'est-ce que tu veux dire? Demanda Léo. Je veux dire, dit-elle lentement, la fête samedi. C'est notre chance. Ses vieux partenaires seront là. Mes parents seront là. Tout le monde verra qu'il ne va pas bien. Tout le monde verra qu'il a besoin d'être pris en charge, qu'il a besoin de quelqu'un pour gérer ses actifs pour son propre bien. J'ai retenu mon souffle, serrant les poings, mes ongles s'enfonçant dans mes paumes. Il ne prévoyait pas seulement de voler. Il prévoyait de me détruire, de me faire déclarer incompétent, de m'enfermer sous tutelle. Pour les 2 jours suivants, j'ai joué le rôle de ma vie. J'étais le vieil homme parfait, doux, légèrement confus. Je me plaignais de mon dos douloureux. J'oubliais où j'avais mis mes clés. J'étais la proie parfaite. Le vendredi matin, la veille de la fête, Mélanie est passée à la maison seule. Léo était au travail, ce poste de cadre moyen qu'il méprisait, un travail que je savais qu'il ne faisait que pour la galerie. Henri, carillonnait-elle, sa voix dégoulinant d'une fausse douceur. Tu as l'air si fatigué. Tu dors bien. Pas très bien, ma chère, mentis-je, jouant le rôle. Je suppose que c'est le grand changement. La retraite est une grande étape, tu sais. Je sais, dit-elle, plaçant une main sympathique sur mon épaule. C'est pourquoi je t'ai apporté quelque chose. Elle a fouillé dans son sac à main coûteux et a sorti une petite fiole en plastique marron sans étiquette. Je t'ai acheté des vitamines spéciales. Elles sont toutes naturelles. Une amie à moi en médecine alternative me les a recommandées. Elles t'aideront à te détendre et à être au top pour la fête demain soir. J'ai pris la fiole. Le bouchon n'était pas scellé. Cela ressemblait à une vieille bouteille de gouttes pour les yeux réutilisés. Je l'ai ouverte et j'ai fait semblant de sentir le contenu. Ça sent un peu étrange, ma chère. Oh, c'est juste les herbes, mentit-elle, lisses comme du verre. Racines de valériane et camomille. Très apaisant. J'ai lutté pour garder mon visage neutre. J'ai payé mes études de commerce en travaillant de nuit dans une pharmacie. Je connais la valériane. Je connais la camomille. Ce n'était pas ça. J'ai reconnu la faible odeur chimique synthétique. Ce n'était pas une herbe. C'était une benzodiazépine à haute dose écrasée en une fine poudre, ou pire, peut-être du GHB. Quelque chose qui, mélangé au champagne, serait dévastateur. Ça ne me tuerait pas. Ils étaient plus malins que ça. Cela induirait une confusion sévère, des troubles de l'élocution, une perte d'équilibre, des délires paranoïaques. Cela me ferait ressembler exactement à un vieil homme sénile souffrant d'une crise publique. Ils avaient tout prévu parfaitement. Ils m'humilieraient publiquement devant mes plus vieux partenaires et sa famille sophistiquée. Ils appelleraient une ambulance. Ils me précipiteraient à l'hôpital. Et ils commenceraient les procédures légales pour obtenir la tutelle sur ma fortune de 30 millions. Merci, Mélanie, dis-je, ma voix intentionnellement tremblante. Tu es si attentionnée. Je les prendrai juste avant que nous partions demain. C'est une bonne idée. Elle sourit, le sourire d'un prédateur qui sait que sa proie est piégée. Tu te sentiras beaucoup mieux. Bon, je dois filer. Je te vois à l'apogée demain, 19 heures précises. Au moment où sa voiture est sortie de l'allée, j'étais au téléphone avec Garnier. Ma main était stable. Ma voix était de glace. Elle est passée. Elle vient de livrer les vitamines. J'appelle la police, dit Garnier instantanément, sa voix tendue. C'est une conspiration pour commettre une agression, Henri. Non, l'interrompis-je. Ma voix était plate, dénuée d'émotion. Elle ne veut pas me tuer. Elle veut me posséder. Elle veut me faire déclarer incompétent. Si j'annule, si on appelle les flics maintenant, c'est sa parole contre la mienne. Ils trouveront juste un autre moyen, un moyen plus permanent. Henri, tu es fou. Ce n'est pas une négociation de conseil d'administration. C'est ta famille. Non, dis-je. Ils ont cessé d'être ma famille au moment où ils ont décidé que mon argent valait plus que mon esprit. La fête continue, Garnier. Laisse-les jouer leurs mains. Je veux les prendre sur le fait. Je veux qu'ils se détruisent eux-mêmes. Comment? Demanda Garnier. Je veux que tu t'assures que la sécurité à l'apogée te rende des comptes. Je veux des caméras haute définition sur ma table. Je veux tous les angles, surtout le grand miroir doré sur le muret. Je veux une prise de vue claire et parfaite de tout ce qui se passe à cette table. Je veux que tout soit enregistré. Garnier resta silencieux un long moment.
Je pouvais l'entendre respirer lourdement. « D'accord, Henri, dit-il finalement, sa voix lourde de résignation. Tes funérailles ou les leurs. Je joue à des jeux à haut risque depuis 40 ans, Garnier, dis-je en regardant la petite fiole brune dans ma main. C'est un jeu que je n'ai aucune intention de perdre. J'ai mis la fiole dans la poche de mon costume. Demain soir, la représentation commencerait, et je ne serais pas le seul à jouer la comédie. L'apogée n'était pas un restaurant. C'était une cathédrale construite pour adorer l'argent. Les plafonds étaient hauts de 2 étages, dégoulinant de lustres en cristal qui projetaient une lumière dorée et chaude sur le sol en marbre importé. L'air était épais du parfum de parfums coûteux et de fleurs rares. Un quatuor à cordes jouait doucement dans un coin. C'était le choix de Mélanie, bien sûr, un endroit conçu pour impressionner, un endroit conçu pour faire sentir petit quelqu'un comme moi. Et j'avais l'intention de jouer le rôle. Je suis entré et le maître d'hôtel, un grand homme en smoking impeccable, m'a toisé. Ses yeux se sont arrêtés une fraction de seconde sur mon costume. C'était mon plus vieux, un costume en laine gris anthracite de 20 ans. La coupe était classique, ce qui pour eux signifiait juste vieux. Il était immaculé, mais ce n'était pas la camelote brillante et ajustée qu'il porte aujourd'hui. Et puis il y avait la cravate, celle que Mélanie m'avait achetée. C'était un cauchemar en polyester fin avec un motif bleu criard. Elle ressemblait à du plastique contre mon col. Je la portais spécifiquement parce qu'elle me l'avait donnée. C'était la touche finale parfaite pour mon costume. Le vieux fou sénile. Le restaurant était rempli de 200 de mes amis et familles les plus proches. J'ai vu Jacques et Robert, mes anciens vice-présidents, debout près du bar. C'étaient des hommes qui avaient été dans les tranchées avec moi, des hommes qui m'avaient vu transformer 2 camions en un empire logistique multimillionnaire. Ils m'ont regardé entrer avec respect, levant leurs verres. Ils savaient qui j'étais. Puis il y avait l'autre côté de la salle. Les amis de Léo et Mélanie, jeunes, bruyants, habillés selon les dernières modes, leurs visages éclairés par leur téléphone. Et au centre de tout cela, à la table principale, se trouvait sa famille. J'ai senti le poids familier de la petite fiole sans étiquette dans ma poche de costume. Les vitamines que Mélanie m'avait données. Je n'étais pas le seul costumé ce soir. Elle était aussi dans son costume. La belle fille aimante et concernée. J'ai marché vers la table principale. J'ai vu Léo en premier. Il avait l'air nerveux, transpirant légèrement dans son costume coûteux. Puis j'ai vu Mélanie. Elle portait une robe rouge qui valait probablement plus que mon premier camion. Elle m'a vu. Ses yeux ont scanné mon vieux costume, se sont posés sur la cravate bon marché qu'elle m'avait achetée, et j'ai vu un tressaillement. J'ai vu l'ombre d'un embarras pur et simple traverser son visage. Parfait. Le piège était tendu. Maintenant, tout ce que j'avais à faire était d'attendre que la vipère frappe. Léo m'a vu approcher et s'est levé rapidement, sa chaise raclant bruyamment sur le sol en marbre. « Papa, tu es là. » Il m'a donné une tape rapide et maladroite sur l'épaule, sa main moite de sueur. Mélanie se tenait à côté de lui, son sourire aussi fixe que celui d'une poupée, la robe rouge étant une entaille de couleur contre le décor doré de la salle. « Henri, tu as l'air à l'aise, » dit-elle. Mais mon attention était sur la femme assise à la table. Chantal, la mère de Mélanie. Elle était une copie conforme de sa fille, juste 25 ans plus âgée, préservée par ce qui devait être une petite fortune en procédures cosmétiques. Elle avait les mêmes traits calculateurs, les mêmes yeux bleus froids, et la même aura indubitable d'eux. Droit divin. Elle était drapée de diamants qui scintillaient avec colère sous les lustres massifs, une annonce silencieuse et vulgaire de sa richesse. À côté d'elle était assis son mari, un homme nommé Paul. C'était une non-entité, un homme mou et bedonnant dans un costume clairement cher mais qui pendait sur lui comme un rideau. Il ressemblait à un accessoire qu'elle avait acheté pour assortir son sac à main. Il a juste hoché la tête à mon approche, ne prenant même pas la peine de se lever ou d'établir un contact visuel. Chantal, cependant, m'a jaugé en moins d'une seconde. Ses yeux ont effectué un calcul froid, parcourant mon costume vieux de 20 ans, s'attardant sur la cravate en polyester avec un regard de profonde déception, puis me rejetant complètement. Elle n'a pas offert de me serrer la main. Elle a juste fait un geste vague avec une main lourdement baguée vers la chaise vide à côté d'elle. « Henri, » dit-elle, sa voix dégoulinant d'une douceur condescendante qui m'a mis les nerfs à vif. « Quel plaisir de te voir. Je suis si heureuse que tu aies enfin décidé de prendre du repos. » Je me suis assis. La chaise était froide contre mon dos. « C'est une grande étape, Chantal, » murmurai-je, me penchant dans le rôle du vieil homme fragile. Chantal rit. C'était un son bref, sec, comme de la glace qui craque. Elle se pencha, non pas vers moi, mais vers son mari, bien que sa voix fût assez forte pour que toute la table l'entende. « Oh, c'est la meilleure étape, Henri. Mélanie nous a tout raconté.
Tu prévois d'emménager dans une maison de retraite haut de gamme. Quelle sage décision. Mon sang s'est glacé. Une maison de retraite. C'était donc ça le récit qu'il tissait. Ce n'était pas seulement pour me faire paraître idiot à une fête. Ils construisaient déjà l'histoire de ma disparition complète de la vie publique. Ils avaient déjà choisi ma cage. Ils avaient déjà décidé où me mettre une fois que je ne serais plus en contrôle de mes facultés ou de mon argent. Elle n'a pas attendu que je réponde. Elle a reporté son attention sur moi, son sourire comme une lame de chirurgien. Honnêtement, à ton âge, c'est vraiment pour le mieux. Il vaut mieux laisser les esprits plus jeunes et plus vifs prendre les décisions, ne penses-tu pas? Elle jeta un coup d'œil à Léo et Mélanie avec un sourire fier, comme s'ils étaient des génies pour avoir trouvé comment se débarrasser de leur fardeau vieillissant. Esprit plus vif. J'ai regardé Léo, mon fils. Il étudiait maintenant intensément la corbeille à pain, traçant le motif tressé avec son doigt, complètement incapable de croiser mon regard. J'ai regardé Mélanie, qui souriait dans son verre d'eau, appréciant le spectacle. Et puis j'ai regardé à nouveau Chantal, cette femme qui ne savait rien de moi, cette femme qui découpait nonchalamment les dernières années de ma vie comme si c'était le steak qu'elle allait commander. Esprit plus vif. J'ai pensé à l'accord de 30 millions que je venais de conclure. Un accord si complexe qu'il a fallu 6 mois de négociations brutales jour et nuit avec une équipe d'avocats impitoyables de Zurich. J'ai pensé à l'empire logistique que j'avais bâti à partir de 2 camions rouillés pendant que cette femme choisissait probablement des motifs de porcelaine pour sa liste de mariage. J'ai pensé au fait que je possédais une part d'un tiers dans le bâtiment même où nous étions assis, un investissement silencieux qui payait son champagne 1000 fois. Je veux dire, le fardeau d'une grande maison, continua-t-elle, ça voit maintenant une performance de fausse sympathie pour les autres invités. Le stress de gérer les finances, payer les factures. C'est tout simplement trop pour une seule personne. C'est si merveilleux que tu aies Léo et Mélanie pour te soulager de tout ça. Tu peux juste te détendre, peindre, ou tu sais, peu importe ce que les gens comme toi font. Les gens comme toi. Les mots restaient suspendus dans l'air, lourds et fétides. Elle ne me voyait pas seulement comme vieux. Elle me voyait comme pauvre, incompétent et sans importance. Mon costume usé, ma cravate bon marché, ma petite retraite d'une petite entreprise. Tout cela correspondait à son récit parfait et étroit d'esprit. Elle était la matriarche riche et sophistiquée, et j'étais le cas social qu'il devait tolérer pour une soirée inconfortable. C'était la famille dans laquelle Léo s'était marié. C'était la mentalité qui empoisonnait maintenant mon fils, rongeant la colonne vertébrale que j'avais essayé de construire en lui. Cette femme ne m'insultait pas seulement. Elle donnait le feu vert à Mélanie. Elle validait toute la conspiration. Elle confirmait que dans leur monde, j'étais jetable. J'ai senti la petite fiole dure dans ma poche, les vitamines. J'ai levé les yeux vers Chantal et lui ai donné un petit sourire tremblant, le meilleur que je pouvais rassembler. Tu as tellement raison, Chantal. C'est un grand réconfort. Un grand réconfort de savoir que mes enfants s'occupent de tout. Elle rayonna, un air de victoire absolue sur son visage, prenant ma retraite tactique pour une véritable faiblesse. Exactement. Tu vois, Paul, Henri comprend. C'est un homme pratique. Elle tapota ma main. Ce n'était pas un geste de gentillesse. C'était un geste de propriété, comme vérifier un meuble pour la poussière avant de décider de le jeter. Maintenant, annonça-t-elle à la table. Commandons du champagne. C'est une célébration après tout. Une célébration de nouveau départ. Oh oui, pensai-je en moi-même. C'en était certainement une, mais pas le début auquel elle s'attendait. J'ai juste souri, un petit sourire vague que j'avais perfectionné au cours des dernières 48 heures. C'était le sourire d'un homme qui n'était pas tout à fait sûr de l'endroit où il se trouvait, et Chantal le prit pour un accord. Elle tapota ma main à nouveau, ses diamants égratignant ma peau. « Brave homme !» murmura-t-elle comme si elle calmait un chien nerveux. De l'autre côté de la salle, j'observais Léo et Mélanie. Ils ne célébraient pas. Ils faisaient les 100 pas. Ils tournaient autour de la salle comme des prédateurs anxieux. Mais leurs yeux revenaient sans cesse vers moi, puis vers la grande horloge ornée sur le mur du fond. 19h35. Ils étaient anxieux. Léo essuyait constamment ses paumes sur son pantalon de costume, laissant des marques sombres et humides. Mélanie tordait le pied de son verre d'eau vide d'avant en arrière, ses jointures blanches. Il connaissait le programme. À 20h, juste après les entrées, je devais monter sur le podium et faire mon discours de retraite. C'était leur date limite. C'était le moment où j'annoncerais publiquement le don de 30 millions d'euros à la Fondation de recherche Claire Boisvert. Si je faisais ce discours, leur plan était fini. L'argent serait parti, publiquement engagé. Ils devaient agir avant. Ils devaient s'assurer que l'homme qui montait sur ce podium n'était pas Henri Boisvert, le fondateur et PDG,
mais le vieux fou sénile et confus qui ne pouvait pas être trusted avec son propre chéquier. J'ai vu Mélanie marcher vers Léo, sa robe rouge coupant à travers la foule. Elle a dit quelque chose de tranchant et bas dans son oreille. Il a hoché la tête, le visage pâle et luisant d'une fine pellicule de sueur. Il ressemblait à un animal acculé. Mon fils. Il ressemblait à un homme mené à sa propre exécution. D'une certaine manière, il l'était. Mélanie prit une profonde inspiration pour se stabiliser, et ce brillant faux sourire se replaça sur son visage. Elle fit signe à un serveur qui se précipita immédiatement avec un plateau en argent. Dessus se trouvait une bouteille de Dom Pérignon fraîchement ouverte et 6 flûtes à champagne vides et élégantes. Elle renvoya le serveur d'un geste rapide de la main. Elle s'occuperait de ça elle-même. Elle souleva le plateau et commença à marcher vers notre table. Ses mouvements étaient gracieux, pratiqués. Elle avait organisé assez de fêtes haut de gamme pour que cela paraisse sans effort. Mais je pouvais le voir. Je pouvais voir le tremblement presque imperceptible dans sa main gauche, celle qui tenait le plateau. Elle était nerveuse. Bien. Champagne pour notre table d'honneur, annonça-t-elle, sa voix un peu trop haute, un peu trop brillante. Elle posa le plateau sur un support à proximité et commença à placer les verres un par un. Un pour Chantal, un pour son mari silencieux, Paul, qui leva à peine les yeux de son téléphone. Un pour Jacques et Robert, mes vieux partenaires, qui sourirent avec gratitude. Un pour Léo, qui fixait son verre vide comme si c'était une arme chargée. Et enfin, un pour moi. Elle prit le dernier verre. Elle le tint un instant, son dos tourné au reste de la salle, son corps protégeant ses actions de tout le monde sauf moi. Elle fit les 2 derniers pas et le plaça directement devant moi, ses doigts s'attardant sur le pied. Un verre spécial pour l'homme de l'heure, dit-elle, sa voix tombant dans ce ton faux et attentionné qu'elle utilisait depuis des jours. Pour célébrer ton nouveau départ, Henri. J'ai regardé la flûte vide. Le cristal était propre, étincelant sous les lustres. La scène était prête. Le public était en place, et l'actrice principale était prête pour sa grande scène. J'ai senti la petite fiole dure dans ma poche, son poids, à la fois un fardeau et une promesse. J'ai simplement hoché la tête, levant les yeux vers elle avec ce que j'espérais être l'expression parfaite de gratitude confuse. « Merci, ma chère. Tu es si gentille avec ton vieux beau-père. » Mélanie ramassa la lourde bouteille verte de Dom Pérignon. Sa main, notez-je, était parfaitement stable maintenant. L'anxiété qu'elle avait montrée plus tôt s'était évaporée. C'était ça, le moment de l'action. Sa nervosité avait refroidi, durcissant en une concentration froide et tranchante comme un diamant. Elle se déplaça autour de la table, versant avec une élégance fluide et pratiquée. Elle remplit le verre de Chantal, sa mère souriant au sien. Elle remplit le verre de Paul, il grogna en guise de remerciement, toujours absorbé par son téléphone. Elle sourit chaleureusement à Jacques et Robert. « Merci, Mélanie, ma chère. »« Ravissant, » dit Robert en levant légèrement son verre. Elle était l'hôtesse parfaite. Elle rit, un son léger et aérien qui me semblait complètement creux. Elle remplit le verre de Léo en dernier, juste avant le mien. J'observais mon fils. Il fixait le liquide bouillonnant comme si c'était du poison. Son visage était pâle, presque gris sous les lumières chaudes du restaurant. Il ressemblait à un homme regardant son propre bourreau aiguiser la lame. D'une certaine manière, il l'était. Enfin, elle se tint devant moi. Elle tenait la bouteille au-dessus du verre qu'elle avait placé devant moi quelques instants auparavant, mais elle ne versa pas tout de suite. Elle fit une pause juste pour un battement, laissant le moment flotter dans l'air. « Et celui-ci » dit-elle, sa voix tombant dans ce ton sirupeux, trop attentionné. « Et spécialement pour toi, Henri. » Elle fit une petite performance en le remplissant peut-être un peu plus que les autres, comme pour montrer sa générosité. Elle posa la bouteille sur le lin blanc et poussa le verre d'un pouce plus près de moi. « Pour l'homme de l'heure. » Je souris, mon simple sourire de vieil homme reconnaissant. C'était presque l'heure. Les entrées étaient débarrassées par le personnel. Le maître d'hôtel regardait déjà vers le petit podium. Dans 5 minutes, à 20h, je serais appelé pour faire mon discours. C'était maintenant ou jamais. Mélanie me sourit, un large sourire éblouissant. Et puis elle fit son mouvement. « Oh mon Dieu !» s'exclama-t-elle, sa voix soudainement haute et agitée. « Que je suis maladroite !» Avec un mouvement qui était juste un peu trop délibéré, elle fit accidentellement tomber sa petite pochette rouge scintillante du bord de la table. Elle atterrit sur le tapis sombre à motifs juste à mes pieds, partiellement caché sous ma chaise. « Oh, sotte que je suis !» Elle rit, un son forcé et aigu. Elle se pencha immédiatement très bas, son dos tourné au reste de la salle. Son corps et la longue nappe protégeaient ses actions de Chantal et Paul. Mes partenaires commerciaux, Jacques et Robert,
était plongé dans une discussion sur le marché boursier, complètement inconscient. Léo fixait le vide, perdu dans son propre enfer privé. Personne ne la regardait. Personne sauf moi. Je ne me suis pas retourné pour la regarder en bas. Je n'ai pas bougé un muscle. J'ai juste levé légèrement mon regard au-delà d'elle vers le grand miroir orné et doré sur le muret. Le miroir que Garnier et moi avions personnellement confirmé comme ayant une vue parfaite et dégagée de notre table entière. Le miroir qui enregistrait actuellement tout. Et là, elle était dans le reflet. J'ai tout vu. J'ai vu sa main cachée de la table, ne cherchant pas sa bourse, mais plongeant dedans. J'ai vu qu'elle sortait la petite fiole brune sans étiquette. Ses mouvements étaient rapides, précis et économiques. Elle n'a pas hésité. Elle a dévissé le bouchon avec une torsion pratiquée de ses doigts, a jeté un coup d'œil rapide pour confirmer que tout le monde était distrait, et puis avec un coup sec et décisif de son poignet, elle a versé tout le contenu, une quantité significative de fine poudre blanche, dans ma flûte de champagne. La poudre a frappé les bulles et s'est dissoute presque instantanément. Un faible tourbillon huileux sur la surface, et puis plus rien. C'était parti. Elle a calmement empoché la fiole vide, a attrapé son sac à main, et s'est redressée. Tout en un seul mouvement fluide et pratiqué. Elle a émergé de sous la table, son visage artistement rougi, une image parfaite de léger embarras. Je l'ai, annonça-t-elle joyeusement à la table. Je perdrais ma tête si elle n'était pas attachée. Elle s'assit, et puis elle me regarda. Ses yeux brillaient d'une lumière triomphante écœurante. Elle poussa le verre, mon verre, le verre empoisonné, un autre pouce plus près de moi. Maintenant, où en étions-nous? Dit-elle, sa voix brillante. Ah oui, le toast. Nous devrions vraiment porter un toast avant ton grand discours, Henri. J'ai regardé le verre. Ma condamnation à mort, ou du moins, le pensait-elle. Toutes ces années, tout l'amour que j'avais essayé de montrer à mon fils, tous les sacrifices que Claire et moi avions faits, tout cela se résumait à ceci. Une femme gâtée et avide et mon fils faible et sans colonne vertébrale décidant que mon temps était écoulé. Décidant que 30 millions valaient plus que ma vie. Ma dignité, mon esprit. Mon cœur ne martelait pas. C'était froid. C'était un bloc de glace solide dans ma poitrine. J'ai ressenti une tristesse profonde et glaçante, mais en dessous, quelque chose d'autre durcissait. La rage. Froide, propre et purificatrice. Elle pensait qu'elle tendait un piège à un vieil homme confus. Elle n'avait aucune idée qu'elle venait d'armer un bourreau. Tout le monde à la table a réagi. Chantal a laissé échapper un claquement de langue agacée, clairement irrité par l'interruption. Son mari Paul a soupiré comme si la maladresse de Mélanie était un inconvénient personnel. Jacques et Robert, mes vieux partenaires étant des gentlemen, se sont à moitié levés, regardant le sol pour voir s'ils pouvaient aider. Léo, mon fils, s'est juste figé. Ses yeux étaient écarquillés, son visage pâle, son attention collée à l'endroit sur le sol où le sac à main avait atterri. Tout le monde la regardait sauf moi. Mon regard était fixé vers l'avant. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas tourné la tête. Mes yeux étaient verrouillés sur le massif miroir qui dominait le mur et du restaurant. Et dans ce verre poli, j'ai vu la vérité. J'ai vu la forme accroupie de Mélanie. Son dos était tourné vers la salle, sa robe rouge tirée autour d'elle sur le tapis. Mais le miroir capturait son profil et l'expression maladroite et agitée qu'elle avait portée juste une seconde avant était complètement partie. Son visage était un masque de concentration froide et intense. J'ai regardé dans le reflet alors que sa main cachée de la table par son propre corps, et l'épaisse nappe en lin ne cherchait pas du tout le sac. Elle plongea directement dans la pochette ouverte. Ses doigts émergèrent, non pas avec un rouge à lèvres ou un poudrier, mais avec la petite fiole marron foncé. Le reflet était cristallin. J'ai vu son regard rapide et perçant vers la table. Tout le monde regardait encore en bas ou ailleurs. Elle était en sécurité. Avec une vitesse et une précision qui parlaient d'une planification minutieuse, ses doigts tordirent le bouchon. Elle tint la fiole ouverte au-dessus de mon verre, qui m'était visible dans l'angle du miroir juste sous son épaule. Elle n'hésita pas une seconde. Avec un coup sec et décisif de son poignet, elle renversa la fiole. J'ai regardé dans le miroir alors qu'un flux de fine poudre blanche tombait de la bouteille et frappait la surface de mon champagne. Ça n'a pas bouillonné. Ça n'a pas pétillé. Ça a juste disparu. Il y eut un faible tourbillon huileux sur la surface du vin pendant une seule seconde, et puis c'était parti. Complètement, totalement, irrémédiablement parti. Elle revissa calmement le bouchon sur la fiole maintenant vide, la glissa de nouveau dans son sac à main, et seulement alors attrapa-t-elle réellement le sac lui-même. Elle se leva tout en un seul mouvement fluide. Le masque d'embarras agité se replaça sur son visage comme s'il n'était jamais parti. Elle s'assit. Elle me regarda droit dans les yeux.
Ses yeux brillaient d'une lumière triomphante écœurante. Elle l'avait fait. Elle croyait avoir gagné. Elle se pencha en avant, élevant sa voix juste assez pour être brillante et claire, capturant l'attention de la table. Maintenant, où en étions-nous? Ah oui, un toast. Nous devons vraiment porter un toast à Henri pour sa grande soirée. Tout le monde, levez vos verres. Autour de la table, les gens ont docilement tendu la main vers leur flûte. Mes vieux partenaires, Jacques et Robert, ont souri chaleureusement, prêts à célébrer ma retraite. Léo, mon fils, a pris son verre avec une main qui tremblait si violemment que j'ai été surpris qu'il ne le renverse pas. Ses jointures étaient blanches. Il fixait la nappe comme si elle détenait les réponses à l'univers. Il ne pouvait pas regarder. Il était faible. Et Chantal, complètement inconsciente, avait l'air absolument ravie. Elle aimait être au centre d'une célébration, même si ce n'était pas la sienne. Elle leva son verre haut, ses diamants étincelants, prête à boire à ma perte. Les yeux de Mélanie étaient verrouillés sur moi, sur ma main, m'incitant à prendre la flûte empoisonnée. C'était le moment. Le silence s'étira. La salle entière semblait s'estomper, ne laissant que notre table, un projecteur brillant sur cette pièce de théâtre malade et tordue. Mon cœur ne martelait pas. C'était froid. Je savais que les caméras tournaient. Je savais que Garnier regardait. Je savais que le reflet dans le miroir était parfait. Je me suis levé lentement, mes mouvements intentionnellement un peu raides, de la manière dont un vieil homme devrait bouger. « Attendez », dis-je. Ma voix était calme, mais assez ferme pour couper l'anticipation. Tout le monde s'arrêta, leur verre suspendu dans l'air. Le sourire de Mélanie vacilla, une petite lueur de panique presque invisible dans ses yeux. Qu'est-ce qu'il fait? Ce n'était pas prévu. S'il vous plaît, tout le monde, juste un instant, dis-je, agitant ma main gracieusement. J'ai détourné mon attention, ma pleine attention de Mélanie, de Léo. Je l'ai tournée entièrement sur Chantal. Je lui ai souri, un sourire chaleureux, presque déférent, le sourire d'un homme simple et reconnaissant. Chantal, dis-je, ma voix remplie d'un faux et profond respect. Au milieu de toute cette merveilleuse célébration, je réalise que je n'ai pas eu une chance appropriée de vous saluer, de vous remercier vraiment. Chantal cligna des yeux, visiblement surprise et intensément flattée d'être soudainement le centre de l'attention. Elle fit la belle, un petit sourire satisfait jouant sur ses lèvres alors qu'elle touchait son collier de diamants. « Oh, mais Henri, comme c'est très gentil de ta part. »« Non, je le pense vraiment, » dis-je, et puis je me suis penché et j'ai pris mon verre. Le verre empoisonné. J'ai tenu la flûte empoisonnée dans ma main. Le cristal était frais contre ma peau. De l'autre côté de la table, Mélanie m'observait, son sourire figé, ses yeux brillants d'une lumière malade et victorieuse. Elle attendait que le vieux fou boive son médicament. Je me suis levé lentement, mes mouvements intentionnellement un peu raides, de la manière dont un homme de mon âge est censé bouger. « Attendez, » dis-je. Ma voix était calme, mais elle coupa le bavardage de la table. Tout le monde s'arrêta. S'il vous plaît, tout le monde, juste un instant. J'ai tourné toute mon attention loin de Mélanie, loin de mon fils, et je l'ai concentrée entièrement sur Chantal. Je l'ai inondée d'un sourire chaleureux. « Chantal, » dis-je. Au milieu de toute cette merveilleuse célébration, je réalise que je n'ai pas eu une chance appropriée de vous saluer. De vous remercier vraiment pour la femme incroyable que vous avez élevée, pour m'avoir donné une belle fille si spéciale. Chantal, tout comme je l'avais prédit, s'illumina comme un arbre de Noël. Elle rayonnait positivement. « Oh, mais Henri, » ronronna-t-elle. « C'est adorable. »« Non, je suis sérieux, » dis-je. J'ai pris ma flûte, la flûte empoisonnée, et j'ai commencé à marcher lentement autour de la table, m'approchant d'elle. On vient de me donner ce verre, le premier versé en tant qu'homme de l'heure. Mais je sens que c'est faux. La véritable invitée d'honneur, la personne qui a rendu cette merveilleuse connexion familiale possible, c'est vous. J'étais debout à côté de sa chaise maintenant. Elle me regardait, son visage brillant de fierté flattée. « Mon verre est juste un verre, » continuai-je. Mais ce verre, celui-ci était destiné au discours. Je l'ai levé. « S'il vous plaît, en signe de mon plus grand respect, je veux que vous l'ayez. » Et d'une main ferme, j'ai placé la flûte de champagne empoisonnée directement devant elle. Puis j'ai doucement tendu la main et pris son verre intact et parfaitement propre de son sous-verre. La réaction fut immédiate. Le sourire de Mélanie ne fit pas que vaciller. Il se brisa. Elle bondit de sa chaise, la renversant en arrière sur le tapis avec un bruit sourd. « Non !» hurla-t-elle. Sa voix était si forte que le quatuor à cordes s'arrêta momentanément de jouer. Chaque tête dans le restaurant se tourna vers nous. « Papa, attends. Ce verre. C'est ton verre. Il est. »
Il est spécial. Elle bégaya, son visage un masque de terreur pure et simple. Elle cherchait désespérément une raison, une excuse, n'importe quoi pour arrêter ce qui allait se passer. J'ai jeté un coup d'œil à Léo. Il avait l'air d'avoir arrêté de respirer. Il était une statue de peur pâle et moite, ses yeux écarquillés, regardant sa femme essayer d'arrêter un accident de train qu'elle avait elle-même mis en branle. Mais Chantal était complètement inconsciente. Elle était agacée par l'explosion de sa fille et absolument ravie par mon geste. Elle laissa échapper un rire aigu et tintinnabulent. « Oh, Mélanie, ne sois pas si dramatique », claqua-t-elle, agitant une main couverte de diamants de manière dédaigneuse vers sa fille. « Qu'est-ce qui te prend ? Assieds-toi. Tu fais une scène. » Elle se retourna vers moi, ses yeux pétillants d'autosatisfaction. « Oh, Henri, tu es juste un gentleman à l'ancienne, n'est-ce pas ? C'est parfaitement charmant. J'accepte. » Et avant que Mélanie ne puisse crier à nouveau, les doigts bagués de Chantal se refermèrent autour du pied du verre empoisonné. « Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça. » Mélanie chuchota, un dernier sifflement désespéré. « Je pense que ton verre était. » Il était mieux. Il avait plus de bulles. C'était pathétique. C'était inutile. C'était trop tard. Chantal était déjà dans son élément. Elle aimait l'attention. Elle aimait le drame du toast. Elle leva le verre haut, ses diamants clignotants, s'assurant que tout le monde à la table, tout le monde dans le restaurant la voyait être honoré. « Eh bien alors, » annonça-t-elle, sa voix résonnant à travers la salle silencieuse. « À Henri, à la retraite. » Et elle me regarda avec un sourire coquet, au nouveau départ. Et elle pencha la tête en arrière et but. Elle ne sirota pas. C'était une frimeuse. Elle vida presque tout le verre d'une seule longue gorgée continue et satisfaite. J'ai regardé le niveau du champagne baisser. J'ai regardé le poison disparaître dans sa gorge. Ma main était parfaitement stable. J'ai porté son verre, le propre, à mes lèvres. « Au nouveau départ, Chantal, » dis-je, et je pris une petite gorgée symbolique. Le toast était terminé. Chantal posa sa flûte maintenant vide sur le lin blanc avec un bruit sourd satisfait, presque théâtral. Elle rayonnait, dynamisée par l'attention, le visage rouge de fierté. De l'autre côté de la table, Mélanie avait l'air d'avoir vu quelqu'un se jeter devant un train à grande vitesse. Sa bouche était légèrement ouverte, son visage un masque pâle et sans sang d'horreur pure. Elle fixait sa mère, les yeux écarquillés, incapable de traiter ce dont elle venait d'être témoin. Léo était encore pire. Il était une statue de glace, sa main toujours figée autour du pied de son propre verre de champagne, qu'il n'avait pas touché. Il fixait juste le centre de table, un homme qui avait complètement quitté son propre corps. « Eh bien, » tonna Chantal, inconsciente. « C'était tout simplement charmant, Henri. Maintenant, prenons quelques-unes de ces délicieuses entrées. Je meurs de faim. » Comme sur un signal, l'équipe de serveurs silencieux et efficaces descendit sur notre table. Ils posèrent de petites assiettes exquises. J'ai vu une minuscule bisque de homard dans une tasse en porcelaine, une seule coquille Saint-Jacques poêlée dans une sauce au safran brillant, et une micro-salade qui semblait avoir été assemblée avec une pince à épiler. J'ai pris ma cuillère, ma main parfaitement stable, et j'ai pris une gorgée de ma bisque. C'était excellent. J'étais parfaitement calme. J'attendais simplement. J'avais fait mes recherches sur le composé que je soupçonnais être dans cette fiole. Mélangé à une grande quantité d'alcool consommé si rapidement, ses pleins effets prendraient environ 10 à 15 minutes pour se manifester. Chantal était dans son élément. Elle prit une bouchée délicate de sa coquille Saint-Jacques. « Oh, divin !» annonça-t-elle à la table. « Paul, tu dois absolument goûter ça. C'est la perfection. Ça fond littéralement dans la bouche. » Elle était encore bien, toujours en contrôle, toujours la star de son propre spectacle. J'ai jeté un coup d'œil à Mélanie. Elle ne mangeait pas. Elle avait pris son petit pain et le déchiquetait systématiquement en un tas de miettes minuscules sur son assiette à pain. Ses yeux, larges et paniqués, passaient du visage de sa mère à mon visage, puis revenaient à sa mère. Elle attendait. Elle attendait que le spectacle qu'elle avait produit commence, terrifiée de découvrir qu'elle avait choisi la mauvaise actrice principale. Elle me regarda avec une soudaine haine claire et tranchante. Elle savait. Elle savait que j'avais fait ça. Elle ne savait juste pas pourquoi. J'ai croisé son regard et lui ai donné un petit sourire confus. Le sourire du vieil homme sénile. Cela lui fit serrer la mâchoire si fort que je pus voir le muscle sauter. 19h55. Les serveurs commencèrent à débarrasser les assiettes d'entrée. Le restaurant bourdonnait. Chantal tenait maintenant la cour, régalant Jacques et Robert avec une longue histoire atrocement ennuyeuse sur son récent voyage à Milan. Et le cuir, mon Dieu, traînait elle.
On ne peut tout simplement pas trouver une qualité pareille ici. J'ai dit à Paul que nous achetions toute la collection. Elle était bruyante. Elle était arrogante. Elle était parfaitement, béatement inconsciente qu'une tempête chimique était sur le point de s'enflammer dans son cerveau. 19h58. La jambe de Mélanie rebondissait sous la table si fort que je pouvais sentir la vibration à travers le sol. Léo avait les yeux fermés comme s'il souffrait d'une douleur physique intense. Moi, d'un autre côté, je révisais calmement mon discours. J'avais les notes sur des cartes dans ma poche de poitrine, mais je n'en avais pas besoin. Je connaissais chaque mot par cœur. J'allais parler de Claire. J'allais parler de la fondation. J'allais parler des 30 millions. Le timing devait être absolument parfait. 20 heures pile. Comme convoqué par une cloche invisible, le maître d'hôtel, Charles, se matérialisa à mes côtés. Il se pencha, sa voix étant un murmure respectueux et discret. « Monsieur Boisvert, nous sommes prêts pour vous au podium quand vous voulez, monsieur. » J'ai hoché la tête lentement, reculant ma chaise. « Merci, Charles. » J'ai rassemblé mes cartes d'accessoires. Je me suis levé, sentant les yeux de la table sur moi. Et juste au moment où je me tournais pour marcher vers la scène, je l'ai entendu, le son que j'attendais. Chantal, qui avait été au milieu d'une phrase, s'arrêta soudainement. « Et donc je lui ai dit, dit-elle. » Sa voix bafouilla juste légèrement, accrochant sur le mot « dit ». Elle cligna des yeux, un long clignement au ralenti. Elle secoua la tête, un geste rapide et violent, comme pour essayer de chasser de l'eau de ses oreilles. Je lui ai dit que je... Elle regarda son assiette. Les murs, Paul, il fait chaud ici? Les lumières sont si brillantes. Mélanie se figea, sa main à mi-chemin vers son verre d'eau. Ça commençait. J'ai besoin d'air, annonça Chantal. Elle attrapa le bord de la table et essaya de se pousser vers le haut. C'était un désastre. Sa coordination avait disparu. Elle se jeta en avant, son corps tanguant sur le côté. Elle était une marionnette dont les fils venaient d'être coupés. « Chantal, assieds-toi » siffla Paul, embarrassé, mais elle était déjà en mouvement. Elle trébucha directement sur le chemin d'un jeune serveur qui équilibrait un lourd plateau en argent d'assiette d'entrée vide. La collision fut spectaculaire. Chantal s'écrasa contre lui, son collier de diamants s'accrochant à son uniforme blanc. Le serveur cria, titubant en arrière alors qu'il essayait de sauver le plateau. Il échoua. Le lourd plateau en argent frappa le sol en marbre avec un fracas explosif qui résonna à travers tout le restaurant. Les assiettes se brisèrent. Les couverts glissèrent sur le sol. Le quatuor à cordes cessa de jouer. Chaque dîneur à l'apogée, 200 personnes, se retourna pour regarder. Le jeune serveur était à genoux, stupéfait, entouré de porcelaine brisée. Chantal se tenait au-dessus de lui, oscillant, ses cheveux se défaisant de son chignon parfait. Et puis elle commença à crier. « Quoi? Qu'est-ce que vous faites » hurla-t-elle au pauvre serveur. Sa voix n'était plus un traînement sophistiqué. C'était un bafouillage bas et guttural. Le serveur leva les yeux, terrifié. « Madame, je suis tellement désolé, vous m'êtes rentré dedans. »« Menteur » hurla Chantal. Elle pointa un doigt tremblant couvert de diamants vers lui. « Vous essayiez de me voler. » Paul enfouit son visage dans ses mains. « Oh, mon Dieu !» Chantal la ferme. « C'est un serveur. Il en voulait à ma fourchette, » insista-t-elle, sa voix montant dans l'hystérie. « Je l'ai vu. Il a attrapé mon argenterie, ma fourchette spéciale. » Les gens commençaient à se lever de leur table, chuchotant, pointant du doigt. J'ai vu quelques téléphones sortir discrètement pour enregistrer. C'était magnifique. C'était poétique. C'était exactement la scène que Mélanie avait prévue pour moi. L'effondrement public, les accusations paranoïaques, la perte totale de dignité. « Madame, s'il vous plaît, asseyons-nous » dit Jacques, mon partenaire, se levant et essayant d'être un gentleman. Chantal pivota vers lui. « Éloignez-vous de moi, vous tous. Pourquoi me regardez-vous tous » Elle respirait lourdement, ses yeux larges et sauvages. « Chantal, pour l'amour de Dieu, tu es ivre » siffla Paul, se levant enfin et attrapant son bras. « Assieds-toi maintenant. Tu m'embarrasses. » Chantal se tourna vers son mari. Elle le fixa pendant une longue et terrible seconde, comme si elle ne l'avait jamais vu auparavant. Elle pencha la tête et puis elle hurla. Ce n'était pas un son humain. C'était un cri brut et terrifié. « Qui êtes-vous » beugla-t-elle, arrachant son bras de son emprise. « Éloignez-vous de moi. Vos yeux. Vos yeux. Ce sont
Ce sont des yeux de diable. Éloignez-le. Elle rampa en arrière, s'écrasant contre la table, son visage un masque de terreur pure induite par la chimie. Et c'est là que j'ai regardé Mélanie. Elle était figée. Son visage était de la couleur de la craie. Elle fixait sa mère, qui était maintenant recroquevillée contre un pilier, hurlant à propos de diable et de voleurs. J'ai regardé Léo, mon fils. Sa bouche était ouverte, et une seule larme silencieuse roulait sur sa joue. Il regardait sa belle-mère vivre exactement le cauchemar humiliant qu'ils avaient scénarisé pour moi. Ils avaient voulu détruire ma crédibilité. Ils avaient voulu prouver que j'étais sénile. Ils avaient voulu me faire interner. Et moi, Henri Boisvert, le vieux fou confus, je venais de leur servir leur propre poison sur un plateau d'argent devant 200 des personnes les plus influentes de la ville. Les yeux de Mélanie s'arrachèrent finalement de la forme hurlante de sa mère et se verrouillèrent sur les miens. Son expression n'était plus celle du triomphe. C'était une nouvelle compréhension naissante et écœurante. Elle savait. Elle savait que je savais. Elle savait que j'avais échangé les verres. Le maître d'hôtel se précipitait. « Monsieur Boisvert, mes excuses. Nous appelons la sécurité et une ambulance. » J'ai juste hoché la tête calmement. « Merci, Charles. Je crois que ce serait le mieux. Il semble que la mère de ma belle-fille ne se sente pas bien. » Les lumières rouges et bleues clignotantes de l'ambulance stroboscopaient à travers les hautes fenêtres du restaurant, peignant les visages choqués des invités de couleurs criardes et alternées. Le son d'une sirène hurlante se rapprochant puis s'arrêtant brusquement à l'extérieur était la seule chose qui brisait le silence stupéfait que Chantal avait laissé derrière elle. 2 ambulanciers ont roulé un brancard à travers les portes principales, leurs expressions toutes professionnelles, complètement imperturbables par l'opulence et le drame. Ils se sont dirigés directement vers l'endroit où Chantal était maintenant affaissée contre le pilier, son mari Paul essayant inutilement de la couvrir avec une serviette en lin, alors qu'elle marmonnait à propos de fourchettes en argent et d'yeux de diable. Elle fut sanglée sur le brancard, un tas pathétique et ébouriffé de paillettes et de diamants. Elle marmonnait encore, mais le combat l'avait quittée. La drogue prenait son plein effet, la tirant maintenant vers le bas dans un brouillard confus et incohérent. Mélanie et Paul suivirent le brancard dehors. Le visage de Paul était rouge marbré, ses yeux dartant partout, évitant le regard des 200 personnes qui l'observaient. Mais Mélanie était une autre histoire. Alors qu'il poussait le brancard devant notre table, elle s'arrêta une seconde. Elle tourna la tête et ses yeux, larges et sauvages avec un mélange de haine et de pure terreur, se verrouillèrent sur les miens. C'était une déclaration de guerre silencieuse. Elle ne dit pas un mot. Elle me regarda juste et dans ce regard, j'ai vu sa réalisation. Elle savait que j'avais fait ça et elle savait que je l'avais fait exprès. Puis elle se tourna et courut après le brancard, sa robe rouge disparaissant dans les lumières clignotantes à l'extérieur. J'ai regardé ma table. Mes partenaires Jacques et Robert me regardaient avec une profonde inquiétude. « Henri, qu'est-ce qui vient de se passer ?» demanda Jacques, sa voix basse. Et puis j'ai regardé mon fils. Léo était toujours assis là. Il n'avait pas bougé. Il était aussi blanc que la nappe, son visage vidé de toute couleur, ses yeux fixés sur le petit pain à moitié mangé dans son assiette. Il n'avait pas suivi sa femme. Il n'avait pas suivi sa belle-mère. Il était paralysé, un fantôme dans un costume coûteux, piégé entre la femme qui venait d'être exposée et le père qu'il avait essayé de détruire. Le maître d'hôtel, Charles, était à nouveau à mes côtés, son visage pâle de stress. « Monsieur Boisvert, le podium, votre discours, bégaya-t-il, clairement désespéré de restaurer un peu d'ordre dans sa soirée ruinée. « Bien sûr, Charles, dis-je calmement. J'ai posé ma serviette, ajusté la cravate en polyester bon marché que Mélanie m'avait achetée, et marché vers la petite scène. Chaque pas était silencieux. Le restaurant entier me regardait. Il s'attendait à une explication. Il s'attendait à ce que je sois secoué, confus, peut-être même sénile tout comme Chantal était apparue. Je suis monté au micro. J'ai regardé les 200 visages choqués. « Mes chers amis, » commençai-je, ma voix stable, claire, et pleine d'une chaleur que je ne ressentais pas mes excuses pour cette interruption. Je leur ai donné un petit sourire rassurant. Il semble que la mère de ma belle-fille, Chantal, ait une réaction médicale malheureuse à quelque chose. Je suis sûr qu'elle ira parfaitement bien une fois que les médecins l'auront examinée. J'ai laissé cela pénétrer. Je n'ai pas blâmé le restaurant. Je n'ai pas blâmé le champagne. J'ai appelé ça ce que c'était, sa réaction. Mais, continuai-je, ceci est une fête, une célébration. Je vous ai tous invités ici ce soir pour partager ma joie, et je ne laisserai pas un petit incident médical gâcher cette merveilleuse soirée. J'ai levé mon verre de champagne propre, celui que j'avais pris à Chantal. S'il vous plaît, profitez de la merveilleuse nourriture, profitez de la musique, et profitez de la compagnie les uns des autres. Le bar est ouvert,
et le plat principal sera servi sous peu. Continuons notre célébration. J'ai fait signe au quatuor à cordes qui, après un moment d'hésitation stupéfaite, commença rapidement à jouer à nouveau. Je suis descendu du podium. Je n'avais pas mentionné ma retraite. Je n'avais pas mentionné les 30 millions. Je n'avais pas mentionné la fondation. J'ai gardé tous mes secrets. Je tenais tout mon pouvoir. Le piège s'était refermé, mais la chasse n'était pas finie. Je suis retourné à ma table, me suis assis, et j'ai regardé mon fils, qui n'avait toujours pas bougé, son visage un masque de pure terreur. J'ai donné à Léo un long regard dur. Il ne voulait pas croiser mes yeux. C'était un animal acculé, trop terrifié pour se battre, trop faible pour courir. La musique enflait, et le bavardage nerveux dans le restaurant revenait lentement. Les gens se forçaient à oublier ce qu'ils venaient de voir, impatients de retourner à leur dîner coûteux. J'ai pris ma serviette et tamponné mes lèvres, ma main parfaitement stable. « Excusez-moi » murmurai-je à Jacques et Robert. « Je crains que toute cette excitation. J'ai besoin d'aller aux toilettes. »« Bien sûr, Henri, » dit Jacques, son visage un masque d'inquiétude. « Ça va ?» C'était choquant. « J'ai juste besoin de me passer de l'eau sur le visage, Jacques, » répondis-je, lui donnant un sourire faible et tremblant. « C'est un peu trop pour un vieil homme. » Je me suis levé et j'ai marché pas trop vite vers l'arrière du restaurant. Je pouvais sentir les yeux de Léo dans mon dos, mais je ne me suis pas retourné. J'ai poussé la lourde porte en acajou des toilettes pour hommes. C'était vide, une caverne de marbre et de laiton poli. Le bourdonnement calme du ventilateur couvrait tout son. J'ai verrouillé la porte principale. J'ai sorti mon téléphone. C'était un vieux modèle de smartphone simple, rien de tapax en grave-l'œil, le genre de téléphone qu'un homme retraité utiliserait. J'ai appuyé sur la touche 1 de ma composition rapide. Garnier répondit à la première sonnerie. Sa voix était toute professionnelle. « Parle-moi, Henri. Nous regardons le flux en direct. » C'est le chaos. Je me tenais devant le miroir, regardant mon propre reflet. Le vieux costume, la cravate bon marché, les yeux fatigués. C'était un déguisement parfait. Ils ont mordu à l'hameçon, Garnier, dis-je, ma voix basse, froide et dépouillée de toute faiblesse feinte. Le vieil homme était parti. Le PDG était de retour. Mélanie a dosé le verre. Je l'ai vu. La caméra sur le miroir. Elle a eu la prise. On l'a. La voix de Garnier était sombre. Cristallin. Elle, la fiole, la poudre, tout le truc. C'est indéniable. Et maintenant? L'ambulance vient d'emmener Chantal. Il se dirige vers l'hôpital de la Miséricorde. Je sais, dis-je. Et c'est là que nous exécutons le plan B. Mélanie et son père, inutiles, ont suivi l'ambulance. Léo est toujours à la table, figé. Il est terrifié. Il est faible. Il est compromis. « De quoi as-tu besoin ?» demanda Garnier. « J'ai besoin de toi à l'hôpital de la Miséricorde maintenant. Je m'y rends dans 5 minutes. Je vais donner à Léo juste assez de temps pour paniquer et appeler Mélanie. Je les veux tous les deux là quand j'arriverai. Et pour la police, Henri, c'est le moment. Nous avons la preuve vidéo. Nous pouvons la faire arrêter pour tentative d'agression. » « Non, dis-je fermement. Pas encore. Une arrestation est trop propre. C'est trop simple. Ils voulaient détruire mon esprit, ma réputation. Ils voulaient me peindre comme sénile. Je veux leur donner exactement ce qu'ils ont prévu. Je veux retourner leur propre scénario contre eux. » Je pouvais entendre Garnier sourire à l'autre bout. « Tu es un salaud cruel, Henri. »« Je suis minutieux, » le corrigeai-je. « Va à l'hôpital. Apporte la preuve vidéo sur une tablette. Et oui, amène la police, mais pas pour faire une arrestation. Je veux 2 officiers en uniforme, en dehors de leur service si tu dois, mais en uniforme. Je veux qu'ils se tiennent avec toi. Je veux qu'ils aient l'air officiel. Je veux que ma famille se heurte à un mur légal. » « Compris. Nous serons dans la salle d'attente dans 20 minutes, dit Garnier. « Bien. » Je fis une pause, puis ajoutai une dernière instruction. « Et Garnier, appelle le service juridique de l'hôpital. Dis-leur qui tu es. Dis-leur qu'un patient de haut profil arrive et que tu représentes la famille de son agresseur potentiel. Je veux qu'il soit nerveux. Je veux qu'il soit coopératif. »« Considère que c'est fait, » dit-il. J'ai raccroché. J'ai regardé dans le miroir une dernière fois. J'ai éclaboussé un peu d'eau froide sur mon visage, ébouriffé mes cheveux juste un peu, et desserré ma cravate bon marché. J'ai pris une profonde inspiration, laissant le masque du vieil homme confus et fragile se réinstaller sur mes traits. J'ai déverrouillé la porte et suis retourné dans le restaurant.
Il était temps d'aller voir mon fils. Je suis sorti de l'apogée, laissant le murmure de 200 invités confus derrière moi. Je ne me suis pas précipité. Je suis monté dans ma vieille Lincoln Town Car fiable, un véhicule de 20 ans qu'ils méprisaient tous, et j'ai conduit lentement, obéissant à chaque limitation de vitesse. J'avais besoin qu'ils arrivent à l'hôpital en premier. J'avais besoin qu'ils marinent dans leur propre panique. La salle d'urgence de l'hôpital de la Miséricorde était l'opposé de l'apogée. Elle était brutalement lumineuse, sentait l'antiseptique et le café brûlé, et la seule musique était le bip régulier et anxieux des moniteurs, et le son de quelqu'un pleurant doucement dans un coin. Et là, ils étaient, sous les lumières fluorescentes crues dans la zone d'attente aux chaises en plastique, ma famille. Léo faisait les 100 pas. Il avait arraché sa veste de costume et desserré sa cravate. Il passait ses mains dans ses cheveux, le visage pâle et luisant de sueur. Il ressemblait à un homme qui venait de tout perdre. Mélanie était assise parfaitement immobile. Elle ne faisait pas les 100 pas. Elle était rigide, ses mains serrées en poing aux jointures blanches sur les genoux de sa robe rouge coûteuse. Son visage était un masque de pure fureur concentrée. Elle fixait les doubles portes de l'unité de soins de trauma, comme si elle pouvait les brûler avec ses yeux. Léo m'a vu en premier. « Papa » jappait-il, se précipitant vers moi. Sa voix était un chuchotement aigu et paniqué. « Oh mon Dieu, papa. C'est horrible. C'est Chantal. » J'ai écarquillé les yeux, jouant le rôle du vieil homme confus à la perfection. « Chantal, qu'est-ce qui s'est passé? C'était la nourriture? Est-ce qu'elle va bien? » Ils ne savent pas. Léo bégayait ses mots, trébuchant les uns sur les autres. Il était désespéré. Il me regardait, me suppliant d'être le vieux fou, l'homme qui ne pouvait pas possiblement comprendre ce qui se passait. Le médecin vient de sortir. Il a dit que c'est une intoxication aiguë ou peut-être un AVC. Ils font des tests. Ils lui pompent l'estomac. Oh, mon Dieu, papa. Son cœur saute des battements. Il attrapa mon bras, ses doigts s'enfonçant. Et si elle meurt? Il était terrifié, mais pas pour sa belle-mère. Il était terrifié pour lui-même. Intoxication? Demandai-je, ma voix tremblant juste ce qu'il fallait. Mais comment? Nous avons tous mangé la même nourriture? Je ne comprends pas. Et c'est là que Mélanie a bougé. Elle nous observait, lovée comme un serpent. Ma confusion feinte, mon air de vieil homme, était l'insulte finale. C'était la seule chose qu'elle ne pouvait pas supporter. Elle bondit de sa chaise et marcha vers moi, ses talons claquant comme des coups de feu sur le sol en linoléum. « Arrête ça !» siffla-t-elle, sa voix basse et tremblante de rage. Léo se figea. « Mélanie, quoi ?» dis-je. « Arrête ça !» Elle hurla, sa voix résonnant à travers la salle d'attente. La femme dans le coin arrêta de pleurer. L'infirmière de triage leva les yeux de son ordinateur. Mélanie se tenait juste devant moi maintenant, son visage à quelques centimètres du mien. Ses traits magnifiques étaient tordus en un masque de pure haine primitive. Le vernis poli et sophistiqué avait disparu. C'était la vraie Mélanie. « Toi » chuchota-t-elle, sa voix tremblante. « C'était toi. » Je reculai, serrant ma poitrine. « Mélanie, ma chère, de quoi parles-tu? Tu me fais peur. » Je ne. Elle cria, pointant un doigt tremblant vers mon visage. N'ose pas jouer le vieil homme confus avec moi. Pas maintenant. Je t'ai vu. Tu as fait ça. Léo essaya d'attraper son bras. M'a dit, s'il te plaît. Tu es bouleversé. Le médecin a dit. Elle arracha son bras de lui. Il ment, Léo. Tu ne le vois pas? Regarde-le. Il n'est pas confus. Il n'est pas sénile. C'est un monstre. Elle se retourna vers moi, sa voix montant à chaque mot, attirant l'attention de tout le monde dans les urgences. Tu savais que j'avais mis la poudre dans ton verre. Tu savais ce que ça ferait. Et tu m'as regardé. Tu m'as laissé faire. Et ensuite tu les as échangés. Elle hurla l'accusation suspendue dans l'air stérile. Tu as échangé les verres. Tu as donné à ma mère. Tu as donné à ma mère le poison qui était destiné à toi. Tu as essayé de la tuer. Quelques personnes dans la salle d'attente ont halté. Le garde de sécurité près de la porte nous regardait maintenant intensément. « Mélanie, dis-je, ma voix tremblant de ce qu'ils supposeraient tous être de la peur. Ma chère, je pense que tu es en état de choc. Je n'empoisonnerai jamais. » Quoi? Quel poison? Et j'étais juste poli. Un toast. C'était juste un toast. Mon apparente confusion,
Mon déni bégayant et pathétique était comme jeter de l'essence sur son feu. C'était l'insulte ultime. Je lui refusais la seule chose qu'elle avait, son intelligence. Je la traitais comme si c'était elle la folle. Espèce de salaud. Elle hurla et elle se jeta sur moi. Elle leva la main pour me gifler, mais Léo, réagissant enfin, attrapa son poignet en l'air. « Mélanie, arrête. Tu aggraves les choses. Tout le monde regarde. » Je me fiche de qui regarde. Elle sanglota, luttant contre son emprise, son calme complètement brisé. Il a fait ça. Il a empoisonné ma mère. C'est un meurtrier, et il se tient juste là à faire semblant d'être un vieil homme fragile. Je veux qu'on l'arrête. Arrêtez-le. Arrêtez-le. Elle était hystérique. Elle sanglotait, criait, m'accusant du crime même qu'elle venait de tenter de commettre. C'était parfait. C'était tout ce que j'avais espéré. Et pile au moment où Mélanie atteignait le pic de sa confession publique frénétique, les doubles portes de la salle d'urgence glissèrent pour s'ouvrir. Monsieur Boisvert appela une voix calme et autoritaire. Je me suis tourné. Il y avait Garnier, mon avocat, immaculé dans un costume sombre. Et se tenant juste à côté de lui, dans des uniformes impeccables et nets, se trouvaient 2 officiers de police de la ville. Ils ne souriaient pas. L'arrivée de Garnier était parfaitement chronométrée. Les doubles portes de la salle d'urgence s'ouvrirent en sifflant, et les 3 hommes entrèrent. Non pas avec l'énergie frénétique d'un hôpital, mais avec le pas lent et délibéré d'homme qui avait le contrôle total. La salle d'attente devint silencieuse. La femme qui pleurait dans le coin s'arrêta. L'infirmière de triage leva les yeux écarquillés. Même le garde de sécurité qui nous observait redressa instinctivement sa posture. C'étaient les uniformes. 2 uniformes de police bleu complets et nets, avec ceinturon de service, se tenant de chaque côté d'un homme dans un costume à 1000 € sans défaut. Mélanie et Léo se figèrent. L'hystérie sur le visage de Mélanie fut instantanément remplacée par un éclair de confusion stupéfaite qui se transforma ensuite rapidement en autre chose. Le calcul. L'espoir. Elle vit les officiers de police et dans son esprit paniqué, drogué et arrogant, elle vit sa solution. Elle pensait qu'ils étaient là pour moi. Elle pensait que c'était sa chance de prendre le contrôle du récit, de me peindre comme le méchant avant que je ne puisse parler. Elle lâcha le bras de Léo et fit un pas chancelant vers les officiers. Une main levée, son doigt pointant directement sur ma poitrine. Sa voix était un hurlement hystérique qui résonna sur les murs carrelés stériles. « Officier, Dieu merci, vous êtes là. Vous devez l'arrêter. Arrêtez cet homme. » Les 2 officiers, 2 jeunes hommes qui avaient l'air de préférer être n'importe où ailleurs, la fixèrent simplement. Ils ne bougèrent pas. Ils étaient les hommes de Garnier, tout comme je l'avais demandé. Ils étaient là pour le spectacle et ils jouaient leur rôle parfaitement. « Madame », dit l'un d'eux, sa voix d'un monotone professionnel ennuyé. « Lui », hurla Mélanie, pointant son doigt vers moi. « Mon beau-père, Henri Boisvert. Il a empoisonné ma mère. Il a essayé de la tuer. Elle est là-dedans en train de mourir. Et il l'a fait. » Je reculai. J'ai levé les mains, mon corps tremblant, mes yeux écarquillés avec ce que j'espérais ressembler à une terreur sénile pure. Je m'appuyai sur Léo, qui était si paralysé qu'il tenait à peine debout. « Poison !» bégayai-je, ma voix craquant. « Officier, je ne comprends pas. Mélanie, ma chère, qu'est-ce que tu dis? Nous étions à une fête. Ta mère, elle est tombée malade. » J'ai tourné mes yeux larges, innocents et terrifiés de vieil homme vers les officiers. « S'il vous plaît, officier, je pense qu'elle est en état de choc. Elle ne va pas bien. Elle dit des choses terribles. Terribles. Elle est délirante. » Mon apparente confusion était l'insulte ultime. Espèce de salaud. Elle hurla et se jeta sur moi à nouveau. Cette fois, les 2 officiers bougèrent, bloquant son chemin, chacun plaçant une main ferme sur ses épaules. « Madame, vous devez vous calmer maintenant. »« Je ne me calmerai pas, » sanglota-t-elle. « C'est un meurtrier. » Garnier se avança. Il leva une main calme et autoritaire. « Officier, si je peux me permettre, merci pour votre assistance. » Il tourna son regard froid et calculateur sur Mélanie. Elle haletait encore, sa poitrine se soulevant et s'abaissant, ses yeux rouges et sauvages. « Madame Boisvert, » dit Garnier. Sa voix n'était pas forte, mais elle était si tranchante, si précise qu'elle coupa à travers ses sanglots et fit taire la salle entière. « Je suis maître Garnier. Je suis l'avocat de monsieur Henri Boisvert. » Il fit une pause, laissant les mots s'enfoncer. « Vous venez de faire plusieurs accusations très graves et très publiques contre mon client.
Vous l'avez accusé devant de multiples témoins et 2 officiers de la loi de tentative de meurtre. Êtes-vous absolument sûr de vouloir maintenir cette déclaration? Les yeux de Mélanie passèrent de Garnier aux officiers puis revinrent à moi. Elle était piégée. Elle s'était engagée. Elle devait surenchérir. Oui, hurla-t-elle, sa voix craquant. Je le maintiens. Il est sénile. Il est dangereux. Je l'ai vu. Il a échangé les verres. Il a empoisonné ma mère. Échanger les verres, répéta Garnier lentement, hochant la tête comme s'il prenait une note mentale. Sénile, dangereux. Compris. Il regarda Léo, qui était maintenant pressé contre le mur, essayant de devenir invisible. Et vous, monsieur Boisvert, soutenez-vous l'accusation de votre femme? Léo fixait juste, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson, ne faisant aucun son. Je vois, dit Garnier. Il se retourna vers Mélanie. Eh bien, madame Boisvert, dit Garnier, un sourire mince et froid jouant sur ses lèvres. C'est fascinant parce que, voyez-vous, nous avons une version des événements légèrement différente. Il plongea lentement dans sa mallette en cuir coûteuse. Et la chose merveilleuse à propos d'un restaurant comme l'Apogée, dit-il en sortant une tablette mince et sombre, c'est qu'ils sont très particuliers sur leur sécurité. Il leva la tablette. Nous avons la vidéo. Mélanie luttait encore contre l'emprise des officiers, son visage taché et rouge. Arrêtez-le, sanglota-t-elle. Garnier se avança. Madame Boisvert, regardez. Il tapa sur l'écran. La vidéo se lança. C'était l'enregistrement du miroir. On y voyait tout. Mélanie sortant la fiole. La poudre. Le geste. C'est truqué, bégaya-t-elle. Ça ne l'est pas, dit froidement Garnier. Et nous avons aussi votre confession, ici même, devant ces officiers. Le silence tomba comme une guillotine. C'était fini. Je me suis redressé. Le vieil homme tremblant avait disparu. J'ai fait un pas vers elle. Tu voulais me poursuivre? Demandai-je d'une voix claire et forte. Tu voulais m'accuser? Elle recula, choquée par le changement soudain de mon attitude. Je n'étais plus la proie. J'étais le chasseur. On se voit demain matin à mon bureau, dis-je. Et amenez vos chéquiers. Le lendemain matin, le bureau de Garnier était une tombe. Silencieuse. Léo et Mélanie étaient assis sur le canapé, brisés. J'ai révélé l'étendue de leurs dettes. J'ai révélé que j'étais leur investisseur providentiel, celui qui avait perdu 2 millions pour soutenir l'ego de Léo. Et finalement, j'ai posé le document devant eux. L'abandon de l'héritage. Signé, dis-je. Ou Mélanie va en prison pour 10 ans. Ils ont signé. Ils sont partis, brisés, ruinés, et hors de ma vie. J'ai regardé par la fenêtre, seul, mais libre. Le transfert de 30 millions vers la fondation partirait demain. J'avais perdu un fils, mais j'avais gardé ma promesse. Et le silence dans la pièce valait tout l'or du monde.